Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, vous savez, tous les jeudis, vous avez l'habitude maintenant, c'est un jeudi politique. Tous les jeudis, nous avons des parlementaires, députés et sénateurs qui viennent débattre sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, le sujet d'actualité, évidemment, c'est la réforme des retraites avec la mobilisation, les mobilisations et les grèves. Alors, pour débattre, nous parlerons aussi de l'Ukraine, de l'armement lourd. Doit-on livrer de l'armement lourd ? Armement lourd, ça veut dire par exemple des chars lourds à l'Ukraine. Nous en parlerons en fin d'émission. Pour débattre aujourd'hui par ordre alphabétique, Jérôme Bachet, bonjour. Bonjour Jacques Bourdin. Vous êtes sénateur LR de l'Oise. Bachet ou Bacher ? Bacher. Bacher, faut pas dire. J'avais bien prononcé, mais oui. J'ai eu un doute tout à coup. Bon. Ensuite, Louis Marguerite, qui est député Renaissance de Saône-et-Loire. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Aurélien Saint-Toul, qui est député LFI des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois. Bien, un sénateur, deux députés pour parler de l'actualité, la réforme des retraites. Alors, la réforme des retraites, dans tous les débats, de quoi parle-t-on avant tout ? C'est du recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Je voudrais qu'on dépasse un peu ce débat-là, même si c'est le fond de la réforme, mais cette réforme et les retraites méritent, me semble-t-il, d'autres réflexions. Réflexions autour des pensions que l'on touchera plus tard et que les futurs retraités toucheront. Question que je pose, pourra-t-on vivre, ça ne me concerne pas, mais ça concerne tous les jeunes, les trentenaires, les quarantenaires, pourra-t-on vivre sans avoir épargné par ailleurs ? Est-ce que les pensions de retraite seront suffisantes ? Parce que ce que je constate, c'est qu'au fil du temps, les pensions de retraite sont en train de baisser. Le niveau des pensions est en train de baisser. Alors question, est-ce que cette réforme est utile ou pas pour assurer une pension décente aux futurs retraités ? C'est la première question que je veux poser. Eh bien, Jérôme Bachet, vous répondez. Eh bien, oui, effectivement, le reculer l'âge de la retraite, c'est améliorer la pension à venir. C'est paradoxal, mais c'est effectivement le cas. Ce qui fait diminuer, je vais vous dire les choses, ce qui fait diminuer la pension, c'est le nombre d'annuités. Oui. Plus vous cotisez en nombre d'annuités, en fait, c'est très dur à atteindre 44 annuités pour beaucoup de gens. Et donc, ça diminue ce qu'on appelle taux de remplacement, passer de votre salaire à votre pension de retraite. Mais paradoxalement, et je vous assure, aller jusqu'à 64 ans, 65 ans, ça améliore parce que ça rend possible votre capacité à avoir tous ces trimestres et d'avoir les 25 meilleures années. Parce que les meilleures années... Attendez, je peux arrêter que je termine juste. Oui, juste, Jérôme Bachet. Moi, il n'y a pas de problème. Plus vous allez quand on va prendre vos 25 meilleures années, eh bien, plus vous êtes âgé, plus c'est vers ces années-là où c'est meilleur. Et c'est pour ça que vous améliorez votre taux de remplacement. C'est juste statistique. Et c'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Le dramatique, c'est qu'il va falloir travailler de plus en plus longtemps pour avoir une retraite décente, quoi, si j'ai bien compris. C'est bien le sujet. C'est bien le sujet. C'est bien le sujet. Donc la réforme n'est peut-être pas la bonne réforme, alors. C'est une des réformes. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essaie de tout mettre en œuvre. Marguerite, vous êtes député Renaissance. Absolument, je soutiens bien évidemment cette réforme. Ça a été un peu dit, même si je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vous avez dit sur les annuités, mais c'est totalement les chiffres du corps. Mais on aura ce débat au Parlement quand le texte va arriver dans quelques jours. On a vraiment ici, on fait tout ce qui est possible pour que ce système auquel on est tous attachés, d'ailleurs, au-delà des chiffres, au-delà des principes, ça fait partie de notre patrimoine. Je rappelle que c'est une assurance, le système de retraite par répartition. C'est une assurance. C'est quelque chose auquel nous sommes attachés avec un principe, et beaucoup de gens le savent, sur lequel les actifs cotisent pour les retraités. D'ailleurs, quand il a été créé ce régime au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu cette idée-là. Donc là, effectivement, la démographie, on le constate, fait que on a moins d'actifs qui cotisent. De moins en moins. C'est comme ça. Et après, on aurait pu se poser la question de la natalité, etc. Tous ces sujets-là et dont on pourra d'ailleurs discuter à l'Assemblée nationale et au Sénat. Là-dessus, je précise d'ailleurs qu'on avait déjà agi sur le taux de remplacement, puisque les 25 meilleures années, on les a traitées par les agriculteurs. On a eu l'unanimité au Parlement il y a quelques semaines. Donc voilà typiquement ce genre de choses qu'il faut faire. 3 ans après le Sénat, on l'a voté. Donc pour aller au bout, ce qu'on souhaite faire, c'est tout faire pour préserver ce système. Et en effet, on essaie de travailler un peu plus, et on le fait de façon progressive. Je note quand même qu'il y a eu 4 mois de discussion que le ministère du Travail et le ministère des Économies et des Finances a fait avec les syndicats. Au début,
on était sur 65 ans, sans préciser. Non, parce que travailler juste entendre dire qu'aucun n'est d'accord. On était sur 65 ans sans préciser la date. Là, on est sur 64 ans. En 2030, donc on a vraiment une progressivité, et avec tout un tas de mesures qui, par ailleurs, plus d'un tiers du surcroît de cotisation vient financer les mesures qu'on fait pour ceux qui ont plus de difficultés. Oui, mais moi, alors vous allez répondre à votre tour, Aurélien Saint-Toul, député LFI des Hauts-de-Seine. Est-ce que cette réforme va permettre d'assurer une pension digne aux futurs retraités? Moi, c'est la question que je pose aussi, parce que l'âge, d'accord, oui, certains disent, se battent sur l'âge, parce que, à juste raison, disent on fait des travaux pénibles, on ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans. Très bien. Ça, c'est. Et d'ailleurs, nous verrons si c'est corrigé ou pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est la pension, le niveau de pension quand on sera à la retraite. Vous posez bien le problème en réalité. Parce qu'aujourd'hui, une des annonces du gouvernement, c'est le minimum à 1 200 €. Mais quand vous regardez les chiffres, en fait, c'est pas 1 200 €, c'est 1 193. Et quand vous regardez un peu plus en détail, c'est 85% du SMIC brut. Voilà. Net. Si vous regardez combien on bénéficie, c'est le travail qu'a fait Mediapart, vous avez 48 personnes concernées en France par le minimum qui sera relevé à 1 200 €. 48 personnes. Donc autant vous dire que quand on nous explique que les pensions vont augmenter, etc., et que les plus fragiles vont être confortés, en fait, un petit travail d'examen prouve que ça n'est pas le cas. Ça, c'est le petit travail. Ça, c'est je ne vois pas comment Mediapart arrive à faire le truc. 48 personnes, je ne vois pas non plus. Évidemment. Il a les noms, ils ont les noms. Enfin bon. Écoutez, les salariés concernés devront justifier d'une carrière complète à temps plein dans le privé, et donc on exclut toutes les personnes, et c'est-à-dire en majorité des femmes, qui sont arrêtées de travailler à un moment. Alors on arrête qui là. Ont un niveau de uniquement salaire. Le privé. Non, mais attendez, je continue parce que votre. Attendez, non. Parce que je voudrais un point. C'est uniquement le privé? Non. La réforme concerne et les 1 200 € particuliers, le privé comme le public, bien évidemment. Alors, carrière complète. Ces chiffres sont totalement extravagants. Privé, public. Alors, ils sont de Mediapart et ces chiffres. C'est pas une raison. Mediapart, c'est pas la science infuse. Cet aspect de la réforme, bien sûr, cet aspect de la réforme ne concerne aussi pas les fonctionnaires. Sachez que dans la fonction publique, le minimum garanti s'établit déjà à 1 250 €. Donc vous voyez l'effet d'annonce improbable. Je reviens sur l'idée du montant des pensions. Oui, ça Est-ce qu'il faudra cotiser plus? Est-ce qu'il faudra cotiser à côté? C'est ça l'enjeu. Bien sûr que quand vous augmentez l'âge légal de départ à la retraite, vous incitez les gens à avoir à côté leur petit bas de laine. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et rappelez-vous d'une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui on débat d'une réforme sur une mesure d'âge. C'est ça le cœur de la réforme. Mais en 2019, précisément, Emmanuel Macron disait que ce n'était pas ça qu'il voulait. Il voulait enclencher un changement vers la capitalisation. Il a reculé, le Covid en partie l'a fait reculer. Non, mais pourquoi, il voulait changer, avec une... Mais il n'était pas d'accord sur les mesures d'âge. Il trouvait que c'était absurde. La retraite à point. Et donc aujourd'hui... à mon sens, meilleure mesure que celle-là. Mais bon, on pourra en rediscuter, on peut refaire les débats de 2019. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui, en 2019, soutenaient la réforme d'Emmanuel Macron arrivent avec une toute autre réforme en nous disant elle est encore meilleure. C'est quoi la cohérence? C'est quoi la logique? La logique, c'est casser un système qui existe aujourd'hui, qui demande effectivement de faire un choix de société sur la répartition des richesses. Et évidemment, il y aura un moment pendant lequel il faudra partager un peu davantage, mais le système va se résorber. Et je note que le corps précise qu'il n'y a pas de dérapage dans le système. Non, mais je voulais vous poser une question. Est-ce qu'une assurance, puisqu'encore une fois, je répète, c'est une assurance, est faite pour corriger les inégalités? Non. Alors, c'est une assurance, mais c'est un système public. Après, vous avez le droit de considérer que les assurances sociales ne sont pas là pour corriger les inégalités. Moi, je pense que c'est un système, évidemment, qui est fait pour partager les richesses et pour garantir aux uns et aux autres une plus grande égalité, une plus grande justice sociale. C'est le programme de la Résistance, c'est le Conseil national de la Résistance qui met en place les fondements de ce genre d'assurance sociale. Alors, donc, si vous pensez que effectivement chacun doit payer pour soi, d'accord, vous avez le droit. Moi, je pense que c'est un instrument de solidarité et d'équité dans la société. En 1945, il n'y a pas d'autre solution, car à l'époque, c'était répartition ou capitalisation. La France est à plat, il n'y avait pas de capitalisation possible. Oui. Donc c'est aussi un choix de bon sens, il faut le dire. Même qu'il faut être un peu historien de temps en temps pour savoir pourquoi il y a des raisons. C'est juste qu'il n'y avait pas de capitalisation possible pour servir des retraites à des gens qui étaient à l'âge. C'est sous Pétain qu'on a mis en place la retraite par répartition à l'origine. Ben oui, attendez, je rectifie un fait historique. Je ne défends pas, évidemment, mais c'est sous Pétain que ça a été mis en place, la retraite par répartition. Je voudrais juste revenir sur les propos. Je partage évidemment pas ce que vous venez de dire. Ceux qui vous expliquent qu'il n'y a pas de problème,
vous mentent. Et je dis pas qu'il y a un problème insurmontable. Donc le corps nous ment. Hein. Non, le corps ment pas. On a tous le rapport. Non, mais juste, c'est la base. Le corps indique qu'il y a 12 milliards de déficit par an. C'est pas au total, c'est par an. Sous des hypothèses économiques très favorables. Très favorables. Et il parle d'un équilibre potentiel en 2070. Moi, je sais pas ce qu'on fera autour de cette table en 2070, mais moi, je ne serai plus là. Vous serez là, mais moi, je ne serai plus là. Donc la question, c'est comment on fait pour ne pas se retrouver dans quelques mois, dans quelques années, au bord du gouffre, parce que là, on a le temps de faire une réforme qui, certes, demande des efforts, mais personne ne le nie. Il y a une cristallisation autour des 64 ans, bien sûr, parce qu'on demande des efforts, mais là aussi, avec des ajustements. Mais c'est très intéressant. Pourquoi faire des efforts? Pour sauvegarder notre régime, monsieur. Mais non, le gouvernement donne des explications quand il écrit à la Commission européenne et il explique que pour compenser 7 à 8 milliards d'exonération de CVAE et d'ISF, eh bien, on va faire travailler les gens parce qu'au bout du compte, votre objectif, c'est de faire compenser par des pertes d'entrée fiscale par de la cotisation sociale. Faux, parce que comme vous le savez, il suffit de regarder les documents qui ont été transmis à la Commission européenne. Je les ai eu comme vous, même d'ailleurs, je participais à leur rédaction dans ma vie d'avant. C'est faux, il faut le dire aussi, parce que c'est un régime, ce ne sont pas les mêmes canaux de financement, ce n'est pas l'État. Pourquoi l'avoir écrit? Ce n'est pas les mêmes canaux de financement. On a dit que c'était une réforme qu'on envisageait, et d'ailleurs on l'a toujours dit, et dans la campagne de l'élection présidentielle, et dans la campagne de l'élection législative. Non, c'est pas l'Europe qui dicte la réforme des retraites. Le seul truc, je n'ai pas dit que la réforme était dictée, j'ai dit qu'elle était justifiée devant la Commission de cette façon. L'État vient compenser quelques régimes spéciaux, et il le fait. Le reste, ce sont des canaux indépendants. 7 milliards et demi de régimes spéciaux, tous les ans. Bien. Alors, moins d'actifs pour plus de retraités. Il est 11h15. Alors, on va en parler juste après la pub. Moins d'actifs pour plus de retraités, comment fait-on? Il est 11h15, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h19, débat autour évidemment de la réforme des retraites. C'est un jour de mobilisation, c'est un jour de contestation et de grève. Avec nous, Jérôme Bascher, qui est sénateur LR de l'Oise, Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, et Aurélien Saint-Toul, député LFI des Hauts-de-Seine. Je posais une question tout à l'heure. Comment fait-on moins d'actifs pour plus de retraités? Il y a de moins en moins d'actifs pour plus de retraités. Alors comment fait-on pour financer ce système par répartition? Comment fait-on? Au fond, il y a 3 options, mais tous les 10 ans, on voit bien on fait des ajustements dans ce régime. Et d'ailleurs, c'est pas l'apanage ni de la droite ni de la gauche. Hein. Chacun a fait ses quelques réformes, la réforme Touraine et autres. Il y a trois possibilités. Soit on baisse les pensions, c'est tout le contraire qu'on souhaite faire. Et je suis sûr qu'à l'Assemblée, de toute façon, elle baisse déjà les pensions. Elle baisse. Elle baisse peu à peu. Il faut rapporter ça au pouvoir d'achat, etc. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Donc soit on baisse les pensions, mais on veut tout faire pour ne pas le faire. Ça, c'est le premier point. Soit on augmente les cotisations, qu'elles soient patronales ou salariales. Nous, c'est pas l'option. Et je veux bien qu'on ait ce débat, bien sûr, mais nous, c'est pas l'option qu'on porte parce qu'on pense que la baisse du coût du travail a porté ses fruits d'un point de vue économique. Soit on allonge effectivement un peu la durée dans laquelle on se retrouve dans le travail, avec des ajustements qu'on essaie de faire dans le texte, et on aura ces débats à l'Assemblée nationale. C'est cette troisième option qu'on propose. Alors, en augmentant la durée, est-ce qu'on sauve le système ? On l'équilibre. En tout cas, on l'équilibre. Est-ce qu'on équilibre le système ? Et est-ce qu'on garantit une augmentation des pensions ? En tout cas, c'est ce qui nous permet de financer l'augmentation des 1 200 €. Évidemment, vous faites travailler plus. Évidemment, les gens vont mourir plus tôt. Ça, c'est quand même un point sur lequel on peut pas. Là, votre argument, 25% des retraités les plus pauvres meurent avant 62 ans, ils tombent à l'eau, parce qu'il a été démonté de tous les côtés. Allez-y, je vous en prie, démontez-le. Allez-y. Parmi les 5% de Français les plus pauvres, non, c'est les deux. Il y a 25% de risque de mourir avant 63 ans, parmi les 5% des Français les plus pauvres. Ça veut dire que ça fait 1,25% d'une classe d'âge. Ça veut dire que vous, oui, d'accord, vous avez un. D'accord, c'est un nombre important. Alors peut-être que ça vous soucie pas que ça concerne. Non, mais c'est pas ça. Mais 25% des retraités les plus pauvres. On a quand même 44 millions d'adultes dans ce pays. 62 ans, c'est faux. Écoutez, non, ça veut dire que si vous êtes parmi les plus pauvres, dans les 2 premiers déciles, vous avez 25%. Les 25% seront déjà morts. Donc oui, effectivement, c'est 25% des 2 premiers déciles. Peut-être que pour vous, c'est un volume qui est pas très important. Mais sachez que pour leur famille, ça signifie quelque chose. Et deuxième, mais surtout le vrai point. Mais le vrai point,
c'est que, évidemment, si vous repoussez l'âge de départ à la retraite pour ces personnes-là, le nombre de ceux qui vont mourir ou être en mauvaise santé va aussi augmenter, parce que le travail, ça n'est pas la santé. Et ça n'est pas négligeable. Ça dépend le travail. Et je me permets de rajouter qu'il y a un élément d'injustice qui est d'autant plus criant, c'est que ces personnes, elles vont avoir cotisé toute leur vie en ayant bossé toute leur vie, et elles ne toucheront rien, et elles payeront, et elles auront cotisé au bénéfice de gens qui, eux, vont peut-être vivre plus longtemps. Donc, du point de vue de l'inégalité, c'est un peu spécial. Alors, justement, quand vous regardez de près la pauvreté, comment ça se fait? Parce que c'est bien, c'est votre fonds de commerce, mais en fait, c'est pas mon fonds de commerce. Vous le lisez mal. C'est la cause des personnes que je défends. Vous le lisez mal parce que si les gens sont en pauvreté, c'est qu'ils ne travaillent pas, justement. Donc c'est pas un sujet. Non, il y a dans ce pays des travailleurs pauvres. Je sais qu'il y a des travailleurs pauvres, mais c'est vraiment. Vous ne pouvez pas considérer que c'est parce qu'ils ne travaillent pas, c'est pas possible. Non, mais vous vous dites vraiment une contre-vérité statistique. Je n'y peux rien. Il y a des travailleurs pauvres, mais il y en a très peu. L'essentiel des gens les plus pauvres sont des gens qui ne travaillent pas. Donc ils sont hélas pas dans le travail. Alors expliquez-moi pourquoi si on avait une égalité des salaires entre femmes et hommes, par exemple, on arriverait à sauver le système. Alors moi je veux bien parler de tous les sujets de manière confuse, parce que c'est une façon de faire quand on a tort, mais comme je suis précis, je vous dis que ce n'est pas ce que vous dites, c'est statistiquement faux, encore une fois, comme Jean-Jacques Bourdin vous l'a dit tout à l'heure sur vos pourcentages sur les pauvres. Ça n'existe pas. Mais c'est pas grave. Vous trouvez que ça n'est pas significatif, mais ça n'est pas faux. Vous avez 2 déciles, et dans les 2 premiers déciles, c'est-à-dire que vous avez des gens malades, dans la partie handicapés. Mais bien sûr, mais parce que vous pensez que la maladie et le handicap viennent frapper à la porte des gens de façon égalitaire. Bien sûr que non. On est malade parce qu'on a des troubles musculo-squelettiques du fait de. Je savais pas que c'était un débat à 2. Écoutez, on a des troubles musculo-squelettiques quand on a une vie difficile, quand on a des travaux pénibles. Et j'en profite pour parler de la pénibilité. Est-ce que vous savez qu'il y a 4 critères de pénibilité qui ont été passés par pertes et profits et supprimés par Emmanuel Macron? Alors quand on vient de nous expliquer qu'aujourd'hui une réforme va prendre en compte la pénibilité, il faut nous expliquer sur la base de quels critères, et arrêter de se moquer du monde. J'imagine que dans le débat parlementaire, on aura des détails sur la pénibilité, sur les critères. Oui. Allez-y. Non, mais on va pas jouer d'abord au concours de celui qui a le plus de riches, plus de pauvres, le moins pauvre, etc. dans les circonscriptions. On a tous des circonscriptions et on représente tous. Non, mais je parle pas de circonscriptions. Non, mais je vous disais juste, on en rencontre. On va pas chercher à se convaincre sur les 64 ans. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, je soutiens. Je pense que c'est un point d'équilibre qui est certes demande des efforts, mais qui me semble pas déraisonnable. Juste, moi, je pose la question à la France Insoumise, qui prétend vouloir faire du débat parlementaire et déposer 1000 amendements par député. Comme ça, on est sûr qu'on parlera de rien pendant les 80 heures de débat. Est-ce que vous allez voter avec nous les améliorations sur le compte professionnel de pénibilité? Est-ce que vous allez voter avec nous le dispositif carrière longue? Est-ce que vous allez voter avec nous les dispositifs qui permettent de prendre en compte les carrières, ce qui n'avait jamais été fait les 30 dernières années? Alors, c'est peut-être pas suffisant pour vous. Je veux bien qu'on ait un débat. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Vous égrenez certaines mesures et vous ne les expliquez pas. Donc évidemment, vous avez l'air d'être gentil. Attendez. Moi, je vais merci dans le temps, je vais aller jusqu'au bout. Vous pouvez considérer que ça ne va pas assez loin, je peux l'entendre. Vous pouvez considérer que c'est pas assez puissant, mais je vous dis juste que c'est des revendications que vous portez, que nous avons entendues sur le terrain, que nous essayons de porter, qu'on peut peut-être même améliorer. Je vous pose la question, est-ce que je l'entends, est-ce que vous allez les voter avec nous sur ces dispositifs-là? Est-ce que le régime de retraite, moi je vais aller beaucoup plus loin, par répartition d'aujourd'hui, est le bon régime? Beaucoup de caisses. Il n'y a pas d'homogénéité dans le système aujourd'hui. Il y a trop de caisses. Si vous voulez harmoniser par le haut, vous nous trouverez d'accord. Sachez-le. Si vous voulez aligner la situation générale sur celle des cadres, par exemple, sans doute que vous nous trouverez d'accord. Il n'y a pas de problème. Nous défendons l'idée d'une retraite à 60 ans avec des le calcul des pensions, en partageant le calcul des pensions pour tous. Vous avez ne serait-ce que le rapport d'Oxfam. Alors effectivement, ça n'est pas aujourd'hui. Non, mais on va retomber sur le sujet du débat. Non, si, parce que vous avez un rapport d'Oxfam qui explique que si vous taxez juste les milliardaires à 2%, vous financez ce genre de choses. Donc, non, mais l'Oxfam, c'est l'annexe de la France Insoumise. Les dirigeants se succèdent à Oxfam. On peut discuter de la nature. Ah bah vous pouvez vous en ficher, mais écoutez, c'est quand même un sujet. On peut avoir une discussion sur la nature du coût du financement, parce que si c'est une taxe ou si c'est de la cotisation, non mais alors à ce moment-là, je reviens sur ce que vous disiez. Attendez, régime unique, on est bien d'accord pour tous. Calcul de la pension sur les 25 dernières années pour tous. Il ne s'agit pas d'avoir un régime privé public. On est d'accord. Il s'agit d'avoir. On parlait de caisse, pas forcément d'un régime unique. En l'occurrence, on a des régimes
Non, mais vous n'avez pas un régime spécial. Parce que vous voulez à la fois que l'on garde le calcul du public, le calcul du public. Quand il n'y a pas de cohérence, il est difficile d'être cohérent. Mais bien sûr qu'il y a une cohérence. Il y a de l'incohérence partout. Moi, partout, à droite comme à gauche sur cette affaire. Vous avancez des arguments qui pourraient tenir. La question du ratio entre actifs et retraités. Pourquoi pas? Discutons-en. Mais est-ce que ce ratio, il n'est pas compensé par les gains de productivité? Bien sûr que si. En réalité, il est compensé largement par les gains de productivité. C'est tellement vrai qu'on a 12 milliards de déficits qui sont prévus dans le régime. C'est pour ça qu'il faut améliorer le système. Ce sont des effets liés à la démographie, ce sont des effets temporaires, parce qu'il y a eu un baby-boom et que ça se transforme en papy-boom, comme on a l'habitude de le dire, et à la fin, ce problème va se compenser. Donc, si vous rentrez dans des logiques, évidemment, qui consistent à dire « aujourd'hui, on a un problème », oui, parce que le système est pas forcément toujours à l'équilibre, ça finit par se compenser. Et enfin, la question qui se pose, c'est toujours celle globale du partage des richesses. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour financer un bon niveau de pension, un bon niveau de retraite? Vous avez des mesures des salariales qui auront... C'est merveilleux parce qu'avec la France Insoumise et la NUPES, à chaque fois on a ce débat. On a eu ce débat là au mois de juillet dans l'hémicycle, on a eu ce débat avant les fêtes et on a à nouveau ce débat. À chaque fois qu'il y a un débat de société, il est 5, nous l'ayons, il suffit de taxer les plus riches, etc. Comme si on passait notre temps à essayer de préserver les 0,1% des plus riches de ce pays. C'est bien ce que vous avez fait. Alors même qu'on a eu la majorité relative à l'Assemblée nationale. Mais pardon, mais à chaque fois vous dites il suffit de taxer les plus riches, c'est 3 milliards, 4 milliards. À chaque fois que vous égrenez une nouvelle dépense et vous expliquez aux gens qu'on peut revenir à la retraite à 60 ans, c'est pas 3 milliards, c'est des sommes folles. Je ne sais pas si vous l'avez chiffré, mais c'est des sommes folles. Donc à chaque fois vous gagez sur une hypothétique recette d'une taxe qui en plus on sait très bien que c'est pas les mêmes canaux de financement. Donc ces 3 milliards, ils viennent déjà en financement de dizaines de milliards d'euros dont on ne sait pas d'où ils arrivent. Il faut être un peu sérieux et crédible, dire qu'il n'y a pas de difficulté ou qu'on peut tout résoudre avec une taxe sur un tel ou un tel, c'est faux et ça n'arrivera pas. Pardon, Louis-Marguerite, il faut être sérieux et crédible. On est tous d'accord, mais sérieux et crédible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui cotise toute sa vie doit toucher une belle retraite à sa retraite. Voilà. Et équivalente aux cotisations. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ayons ce débat. Mais je suis d'accord. C'est à partir de là qu'on devrait réfléchir. Il y a des points objectifs. Évidemment, on est dans une journée de mobilisation, il y a une journée d'opposition. Moi, je respecte parfaitement. C'est pas aujourd'hui qu'on aura ce débat, mais ayons ce débat à l'Assemblée nationale pour le niveau des pensions. D'ailleurs, il y a un simulateur qui a été fait. Chacun peut regarder, à partir de 40 ans, vous recevez un relevé. Vous pouvez regarder combien vous pourrez toucher et on peut avoir ce débat sur essayer d'un peu augmenter la situation. Pourquoi le régime des retraites, pourquoi les retraites complémentaires, les régimes sont équilibrés et même gagnent de l'argent, et pourquoi pas le régime général? Mais parce que c'est des populations différentes. Parce que c'est des populations différentes. C'est un fait de l'histoire. C'est intéressant parce que des montants, des niveaux de cotisation sont plus importants. Mais vous savez que qui défend la cotisation autour de cette table? C'est bien les gens de la France Insoumise. Nous disons que il faut augmenter les cotisations. Il faut augmenter les cotisations. Organiser un partage de la valeur en socialisant le salaire. Mais non, c'est pas ça le sujet, la cotisation. La cotisation, c'est une forme de socialisation. Non, c'est une contribution. À ce moment-là, c'est pas une cotisation. Donc vous augmentez les cotisations ou pas? La cotisation, c'est assurantiel. Une cotisation ouvre un droit. Messieurs, on va revenir là-dessus parce que c'est très intéressant, le montant des cotisations. Il est 11h29. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h33. On essaie dans la réflexion de dépasser le débat concentré, je dirais même concentré, sur l'âge de départ, l'âge légal de départ à la retraite, qui passerait de 62 à 64 ans. Il y a tant d'autres enjeux, et notamment le montant des retraites. Et je faisais des pensions de retraite. Je faisais une remarque autour du régime des cadres, du régime complémentaire des retraites, ces régimes sont équilibrés. Pourquoi sont-ils équilibrés alors que le régime général ne l'est pas? Alors, peut-être 2 éléments. Le premier, c'est qu'ils sont obligés d'être équilibrés. Oui. Pas le choix, ils ne peuvent pas s'endetter. D'accord. Voilà, donc ils ne peuvent pas faire de la dette permanente et du quoi qu'il en coûte. C'est une première règle. La seconde règle, c'est qu'ils prennent les mesures pour. Donc ils augmentent les cotisations. Ils reculent l'âge de liquidation. L'âge de retrait, de départ pour liquider sa retraite complémentaire, c'est 63 ans depuis 4 ans. Qui le dit? Qui le dit? Personne. 3 ans, pardon. Personne ne le dit. Et voilà, c'est déjà 63 ans pour votre complémentaire. Donc si vous partez à 62 ans, vous ne touchez pas votre complémentaire. C'est tout. Il faut attendre 63 ans. Et c'est pour ça que l'âge moyen de départ aujourd'hui, c'est 63,7.
pour les salariés. 63,7. Faut quand même réagir. Et donc 64 ans, c'est pas vraiment le sujet. Vous avez raison, Jacques Bourdin. Le sujet aujourd'hui, quand vous arrivez vers 62, 63, 64 ans, c'est combien je vais toucher. Évidemment. C'est évidemment ça le sujet. Évidemment. Oui. C'est un peu simple. Sauf pour ceux qui ont des métiers pénibles. C'est quand même un peu Sauf simple. pour ceux qui ont des métiers C'est la règle des pénibles. 80-20. 80% des gens, c'est le montant, et 20%, c'est quand est-ce que je pars, parce qu'il faudrait quand même que je reste en vie. Oui, écoutez, permettez-moi au moins de parler pour ces 20%-là. On parle pour tous. Je me sens. La loi, elle est pour tous. Mais répondez-moi. Est-ce que vous êtes favorable à une augmentation des cotisations ? Oui, le niveau des cotisations peut augmenter, pas la durée, le niveau. Mais alors, donc plus de cotisations. Mais regardez bien. Pouvoir d'achat. Non, regardez bien, vous allez voir, c'est magique. Les cadres. On parle d'Agir Carco. Donc pourquoi ça marche ? D'abord, belle leçon, le paritarisme, ça marche. Oui. N'affaiblissez donc pas les syndicats et leurs représentants. Ils ont tous signé, les syndicats. Hein. Mais je vous dis donc, n'affaiblissez donc pas les syndicats par ailleurs. Oui. Comme le gouvernement a pu vouloir le faire et l'a fait. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement ? Oui, avec la loi travail en 2017. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Je suis pas sûr de voir, mais allez-y. Je parle du paritarisme. 2, c'est une caisse de cadre. Donc regardons le niveau des salaires. Agir Carco, c'est fusionné, hein. Ah oui, d'accord, c'est essentiel. Il n'y a pas que des cadres, justement. Bah non, vraiment pas. Alors vraiment pas, ça, c'est une bêtise. Essentiellement, et dans son principe, c'est contrefactuel. C'est une caisse où les niveaux de salaire sont plus élevés que la moyenne et où le niveau de cotisation est plus élevé. D'accord ? Donc, et les prestations aussi. Ça signifie que vous avez un type de population qui est au-dessus de la moyenne, disons, et qui donc accepte à la fois de mettre en commun un peu plus, donc qui est quand même dans une logique de socialisation, et qui peut se le permettre parce que son niveau de revenu est plus important. Donc, si vous voulez, la part relative de la cotisation n'a pas la même valeur que la part relative de la cotisation dans le régime général. C'est un peu abstrait, oui, technique, mais si vous voulez, le premier euro d'un smicard n'a pas exactement la même valeur que le dernier euro de quelqu'un qui gagne 2600 €. Vous comprenez ma logique à ce niveau-là. Donc, dans la réforme Agir Carco, ça a été le cas, mais c'est sur le rapport global à l'argent. Donc, si vous voulez unifier, il n'y a pas de problème. Unifier en augmentant les salaires et en permettant aux gens de cotiser davantage. La question centrale, c'est la question de la répartition de la valeur ajoutée. Encore une fois, qui mange le gâteau ? C'est tout. Non mais on peut débattre de est-ce qu'il y a assez de redistribution dans ce pays ou pas. Vous considérez que c'est pas le cas. Moi, je note juste qu'on est un des pays qui est le plus redistributif. Je dis pas que c'est assez. Non, c'est pas vrai. C'est des rapports très indépendants qui le disent. Mais peu importe, c'est un autre débat qu'on aura avec plaisir. Oui, c'est un autre débat. Le seul point d'accord que j'ai avec vous, c'est qu'en effet, le paritarisme, ça marche et personne n'essaie de contraindre le dialogue social. À nouveau, il y a eu 4 mois de discussion. À nouveau, ils sont pas d'accord. Il y en a aucun qui est d'accord. C'est la preuve que quand on a des organismes, c'est la preuve. Pardon, j'aimerais juste répondre à mes collègues. C'est la preuve juste que lorsqu'on a des régimes, en tout cas des structures avec une gouvernance et dans laquelle d'ailleurs on ne peut pas s'endetter, et c'est peut-être pour ça que c'est bien géré aussi. Comme les collectivités. Exactement. Et donc du coup, je pense qu'il y a des choses qui marchent. Donc là où je suis heureux de voir que vous êtes ouvert à l'idée qu'on puisse essayer d'équilibrer en augmentant les cotisations. C'est un débat qu'on doit avoir. C'est pas l'option qu'on privilégie parce que nous on pense qu'il faut continuer la baisse du coût du travail parce que ça produit des résultats et c'est un désaccord qu'on aura soit, mais au moins ça nous change des débats sur il y a rien à faire. Votre réforme, c'est une mesure d'âge. Oui, et alors, ce qui est intéressant sur ces histoires de mesure d'âge, c'est que ce n'est pas que les 64 ans. Ce n'est pas vrai. Un tiers des mesures de la surcroît de cotisation va financer des mesures pour améliorer les carrières longues et les carrières de alors attendez. Robert va se mêler à notre débat. Bonjour Robert. Oui, bonjour Monsieur Bourdin, Monsieur Bourdin, bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes assureur, vous êtes à Bordeaux. Exactement. Et donc moi j'interviens parce que c'est vrai que j'écoute pour la problématique des retraites, c'est un sujet que je connais assez bien. Oui. Mais on parle beaucoup des conséquences, c'est-à-dire l'âge de départ. On est sur des conséquences et on parle pas souvent des causes. Et la problématique, c'est que les causes, c'est qu'il va y avoir moins d'actifs par rapport au nombre de retraités. C'est ce qu'on disait. Exactement. Il y a un instant. Parfaitement. Mais les actifs, c'est quoi ? Les actifs, c'est aussi une politique familiale. C'est aussi des enfants qui naissent. C'est un accompagnement et en incitant les familles à avoir des enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui seront les cotisants de demain.
Et aujourd'hui, sur cette politique familiale, regardez, on n'a pas de ministère à la famille. Voilà, on délaisse un petit peu la partie des familles et on écrase un petit peu les familles. C'est-à-dire cette espèce d'équité qu'il y avait jusqu'alors lorsqu'on avait des enfants, elle n'y est plus aujourd'hui. C'est les revenus, ainsi de suite et ainsi de suite. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la fraude sociale, parce que de l'argent dans ce pays, on en a. Mais quand vous avez près de 2,5 millions, voire 3 millions de cartes vitales fantômes... oui, ça, les chiffres, personne ne peut dire quel est le chiffre exact de cartes vitales fantômes. Alors, il y a eu des rapports qui ont été donnés. Oui, des rapports divers et variés. Il n'y a rien. Mais enfin, il y en a. Ça, il y en a. C'est bien. La réalité, c'est qu'il y en a. Et après, encore une fois, j'ai lu là dernièrement le livre de Pratt où il expliquait qu'il y avait, on avait 50 milliards de fraude sociale en France. Donc, oui, en tout cas, il y a de la fraude. Alors, on peut dire qu'on n'en sait rien. Il y a quand même une réalité aujourd'hui qui est celle-là. Alors, l'âge de départ à la retraite, effectivement, on peut tout à fait se dire qu'il y a des gens qui ont des travails pénibles, des gens qui ont des travails difficiles. Effectivement, quand on a 60 ans qu'on est sur un chantier, ou 62 ans qu'on est sur un chantier à manier le marteau-piqueur, et qu'on a fait ça toute sa vie, oui, on a envie d'arrêter. Mais il y a d'autres métiers où on peut travailler même au-delà, et bien au-delà de 64 ans. Dites-moi, vous êtes assureur, Robert. Est-ce que vous seriez partisan d'une dose de capitalisation dans une réforme des retraites future ? Alors, oui et non, parce qu'on voit un petit peu ce que ça donne aux États-Unis par rapport aux fonds de pension. C'est loin d'être la panacée. Je pense qu'aujourd'hui, on a le meilleur système social au monde, mais qu'il est en train d'être démoli depuis de nombreuses années. Et je pense qu'on a un système qui joue sur qui est intergénérationnel, qui travaille sur les solidarités, et aujourd'hui on est en train de le démolir. Je vous donne un exemple. Oui. Alors c'est une goutte d'eau, mais par exemple en Algérie, on paye des retraites à des centenaires plus qu'il n'y a de centenaires en Algérie. Il y a un rapport qui est tombé dernièrement. Il y a 60% des retraites qui sont payées à l'étranger. On ne sait pas si elles vont aux bons bénéficiaires. Donc il y a quand même, vous voyez, donc l'argent on en a. Il suffit de se donner les moyens d'aller chercher cet argent. Bon, merci Robert. Merci. Oui, je parlais de capitalisation parce que dans le public ça existe, même si c'est un peu marginal, mais ça existe. Mais il y a une capitalisation dans le privé. Oui, il y a notamment la retraite préfond, effectivement, qui est un gros régime. Mais ça vient. En fait, on a un système qui est complexe parce que c'est aussi le fruit de l'histoire. Vous vous rendez compte, notre système. Il y a plusieurs caisses. Oui, le privé et le public, c'est pas le même système. Le calcul de la pension, c'est pas le même. On a une retraite de base. Retraite de base, mais bien sûr, et je sais que quand on dit aux gens c'est complexe, ça leur convient pas. Ils disent mais qu'est-ce qu'on fait tout ça sur la table ? J'entends bien. Mais parce que vous n'avez pas le courage de le faire. Parce qu'imaginons, si vous vous attaquez, on a tellement pas le courage de le faire qu'on fait une réforme qui en plus est difficile. Une réforme qui va. On mesure pas la qualité d'une réforme au degré d'impopularité. Et y compris au nombre de manifestants qui manifesteront aujourd'hui. Mais ça c'est le problème de la démocratie. Si les gens sont pas d'accord, il vaut mieux les écouter. Mais c'est pour ça qu'il y a des élections d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est élu par le peuple. Oui, le problème, c'est que Emmanuel Macron est avancé masqué sur ce sujet-là. Il n'avait pas de mandat. Et redistributif. Si on pourra faire ce débat, mais on l'aura dans l'hémicycle. Absolument. On a un régime général, effectivement, qui est par nature redistributif, puisque les actifs cotisent pour les retraités d'aujourd'hui. Donc, à la question de savoir combien je toucherai de pension dans 30 ans, dans 40 ans, il y a forcément un peu d'incertitude sur cette question-là. On essaie de tout faire pour que dans 30 ans, et c'est ce qu'on se cherche à faire, on puisse faire ça. Il y a une incertitude, mais l'incertitude, c'est que plus on va, et plus le niveau des pensions baisse. Et ensuite, vous avez raison, on essaie de faire le contraire. Et vous avez raison, on a empilé, avec Agir Carco, et après des régimes complémentaires, obligatoires ou pas d'ailleurs, selon les entreprises, selon les branches, etc., y compris dans le public, puisqu'on peut cotiser à la préfond avec un régime de points, dans lequel on cotise plus pour soi-même. Et à la question de savoir pourquoi on met pas ça dans un grand tout, c'est la question, c'est qu'il y en a qui ont cotisé, et certains plus que d'autres, parce qu'il y en a qui ont des professions où c'est indexé sur le salaire, d'autres sur l'âge, etc. Et qui disent, oui, mais attendez, moi j'ai un peu plus individué, je suis dans un groupe de gens qui ont un risque plus élevé, moins élevé de partir à la retraite à tel âge, d'avoir tel niveau de pension, etc. Et d'ailleurs, on a bien vu, puisqu'on a eu notamment la grève des avocats. La justification et la nécessité des régimes spéciaux que vous stigmatisez en permanence. On rend une justice, on les stigmatise pas. On d'ailleurs une clause de grand-père, puisque c'est ceux qui arrivent dans le nouveau régime en disant, voilà, les conditions ne sont pas celles qu'il y avait il y a 40 ans. C'est pas une grande réforme parce qu'il n'y avait pas une grande législation
légitimité. Il faut dire les choses simplement, Jean-Jacques Bourdin. Oui. La grande réforme... Vous la voterez, en l'état? En l'état, non. Moi, je vous ne la votez pas. Je l'ai dit sur Public Sénat ce matin, je ne la voterai pas en l'état. Il manque une grande volet de justice sociale. Et les choses que vous avez évoquées. Le sujet de la politique que votre auditeur, Robert, a évoqué. Il manque un sujet sur la natalité. Il manque un sujet aussi sur le travail des seniors. Et les retraites anticipées pour ceux qui ont les choses les plus dures. Pour l'instant, on est sur une réforme. C'est vrai que sur le travail des seniors, il n'y a pas grand-chose parce que l'index. Vous savez pourquoi, Jacques Bourdin ? Parce que c'est le choix de la politique du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cela ne relève pas d'un projet de financement de la sécurité sociale. Donc il aurait fallu une autre loi sur la réforme des retraites. Oui, ça c'est un autre débat. Et donc c'est pour ça que ça manque. C'est pas complètement faux parce que si le gouvernement choisit ce véhicule législatif, ce type de loi, c'est pour éviter le débat. C'est pour réduire la durée du débat public. On verra le nombre d'amendements que vous déposez, on verra le débat, et il y a 80 heures de débat. Encore une fois, vous savez, c'est le travail du Parlement de déposer des amendements et d'appuyer éventuellement le mouvement social. Quand le gouvernement bloque le travail du Parlement, là, on ne vous entend pas. Alors, sur les seniors, vous allez pouvoir prendre la parole, Louis-Marguerite, juste après la pub, parce qu'il est déjà 12h15, ça passe vite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, les seniors. Alors, les seniors, index, vous allez mettre en place un index, c'est-à-dire que l'entreprise va devoir, comme pour la parité homme-femme dans l'entreprise, chaque entreprise va devoir s'engager à employer des seniors, plus de seniors, s'engager. C'est une incitation. D'abord, je voudrais répondre je voudrais répondre à ce point parce que j'entends des choses qui font semblant de croire que comme si on n'avait pas vu le point. D'abord, évidemment, l'emploi des seniors. D'abord, il a augmenté. Il est faible. C'est un des plus faibles d'Europe, mais il a augmenté ces 15 dernières années. Il était à 40. On est à peu près à 56%. Pour une raison, c'est pas le seul facteur, mais une raison principale, c'est le fait qu'on a justement un âge d'entrée à la retraite qui est le plus faible des pays d'Europe. Et même après la réforme que nous proposons, que nous soumettons au Parlement, on restera dans les pays d'Europe où le taux d'entrée sera en tout cas l'âge d'entrée sera le plus faible. Ce qu'il faut faire, parce que c'est pas clair, c'est parce que la retraite est trop tôt que les gens sont au chômage. Il y a une logique, notamment dans les grandes entreprises et encouragée par les pouvoirs publics depuis les 20 dernières années, qui était on part en retraite anticipée, plan de départ volontaire, package de départ. Et il n'y aura pas de retraite anticipée en décalé. Attendez. Non mais si vous me coupez toutes les 2 minutes, on va juste pas se comprendre. Donc là, on inverse totalement la logique. Je dis pas que ça suffira, mais c'est ce qu'on essaie d'enclencher, notamment avec le C2P, c'est de dire on va pas vous faire partir tout de suite à la retraite, on va faire une retraite progressive, c'est-à-dire on fait un petit bout de retraite, vous commencez à percevoir votre retraite, vous restez dans l'entreprise, vous continuez à cotiser parce que ça fait une assiette de cotisation et vous augmentez votre niveau futur de prestation de quelques dizaines d'euros, peut-être un peu plus parfois. Et là, vous êtes dans cette logique d'accompagnement. Il faut prévoir toutes les capacités à se reconvertir, à avoir des congés de formation. Ça, c'est et pour l'index, je reviens sur l'index. Mais on crée les outils juste sur l'index. Parce que tout le monde dit que ça sert à rien. Vous n'obligez pas. Mais tout le monde dit que vous n'obligez pas. Mais attendez, tout le monde dit que ça sert à rien. D'abord, c'est un truc nouveau qui est ça va tellement servir à rien que les patrons n'étaient pas d'accord avec ça. Le MEDEF n'en veut pas, et la CPME non plus. Ils ne veulent pas de contrat supplémentaire. C'est un premier pas que l'on fait. En fait, vous n'avez pas changé de paradigme. Le paradigme sur le chômage a changé. On est sur un chômage où aujourd'hui on cherche à recruter dans tous les secteurs. Donc le sujet des seniors qui travaillent, aujourd'hui, il va largement augmenter parce qu'avant on était sur un système où il y avait du chômage et donc on écartait les salaires les plus hauts. Dorénavant, on a besoin de compétences et de gens qui veulent et peuvent travailler. Donc ce sujet, il est en train de se résoudre. L'emploi des seniors il va s'améliorer et on va nous faire croire que c'est l'index. J'ai pas dit que c'était l'index, j'ai juste dit que les patrons ne voulaient pas. Alors, merci pour cette réforme des retraites. Les débats sont pas terminés. Vous allez engager tous les débats dans vos parlements respectifs, mais dans vos assemblées respectives, Assemblée et Sénat. Dernier mot sur demain, il y a une réunion importante des pays qui soutiennent l'Ukraine. La question est de savoir est-ce que l'on doit fournir à l'Ukraine des armes lourdes et notamment ces chars lourds qui sont des chars qui permettraient Volodymyr Zelensky, de mieux combattre face aux Russes. Est-ce qu'il faut que les pays contributeurs fournissent cet armement lourd à l'Ukraine ? Qu'en pensez-vous ?
Moi, Marguerite. Oui, j'imagine pour la majorité. J'espère que ce sera un sujet plus consensuel que celui des retraites, j'imagine. Simplement, évidemment, il faut donner la capacité, on soutient l'Ukraine bien évidemment, très massivement, il faut donner la capacité à l'Ukraine de défendre son intégrité territoriale, au-delà j'espère un jour, on peut tous espérer le processus de paix qui devra s'enclencher, mais intégrité territoriale. Moi, je suis pas un spécialiste de ces questions, mais en tout cas, s'il y a besoin d'envoyer des armes lourdes, moi j'y suis. Et même des chars Leclerc français ouvert à ces discussions. Il y a des spécialistes militaires stratégiques. Mais d'ailleurs, on va en parler juste moi, je suis ouvert à ces discussions, mais il faut donner les moyens à l'Ukraine, effectivement, de défendre l'intégrité de son territoire. C'est important. Donc des armes lourdes ou pas? À la France insoumise, que dit-on? La question n'est pas tellement de savoir si c'est lourd ou si c'est léger. La question est de savoir si c'est possible, tout simplement. Là, aujourd'hui, on est sur la question des AMX. Et on a d'abord eu la question des AMX et maintenant la question, c'est celle des Leclerc. Le stock n'est pas très important et notre capacité à fournir causerait probablement plus de difficultés aux Ukrainiens qu'elle n'apporterait de solution. Mais attendez, il n'y a pas que nous. Il y a les chars Léopard allemands, surtout. Il y a les chars américains Abrams. Pourquoi. Il n'y a pas que nous. Oui, mais figurez-vous que moi, je suis député français. Donc, je ne fournis pas des Léopards allemands. Dans l'absolu. Donc, si vous voulez, si j'ai un avis, c'est sur la capacité de la France. Mais je vous pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut armer plus fortement l'Ukraine? C'est la question que je pose, c'est la question qui est posée. On est obligé de les armer de chars lourds parce qu'on n'a plus rien à leur donner. Voilà. Et voilà le sujet, c'est que on a donné les canons César, et si on va en donner encore plus, on n'en a plus. Donc on ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'on regarde? On regarde ce qui nous reste et on dit de toute façon nos chars français, nos chars Leclerc, on les produit plus. Donc on a arrêté. C'est plus les armes de demain. Donc on n'a plus que ça à réfléchir et à donner. Oui, on est un peu désarmé. Je parle de nous, la France, et de tous les pays qui soutiennent. Mais il faut faire attention de ne pas tous se désarmer. Il y a une réunion demain importante. Il faut quand même tous se désarmer aussi. Alors, est-ce qu'on doit continuer? Alors c'est la question, je la change. Voilà. Est-ce qu'on doit continuer à armer l'Ukraine d'une manière encore plus importante, quoi? Dans la mesure du possible, il faut continuer à soutenir l'Ukraine face à une agression. Donc, mais ça veut dire quoi dans la manière du possible? Si vous êtes capable de faire tourner demain les usines pour produire, allez-y, je vous en prie, claquez des doigts. Mais pour l'instant, ça n'est pas possible. Non, mais on peut. Il ne faut pas désarmer la produire à Leclerc, ça doit bien. Moi, je dirais la chose suivante, il ne faut pas désarmer la France, la souveraineté de la France. C'est assez important. Donc, on l'a vu aussi. Vous dites stop, disons clairement les choses. Stop. Non, on nous dit juste que sur les chars. À quelle mesure on s'arrête? On vous dit juste que sur les chars Leclerc, manifestement, ça ne sera pas possible. Le gain estimé pour nos amis ukrainiens ne sera pas de telle nature. Sur les je vous explique pourquoi. Je vous explique pourquoi. C'est quand même intéressant. Mais si vous êtes capable de. Extraordinaire. Non, bah oui, je sais plein de choses et j'explique plein de choses. Mais vous êtes extraordinaire parce que je vais prendre l'exemple des chars Léopard, qui sont les chars allemands, qui sont opérationnels. Mais moi, je connais pas l'état des stocks Léopard. D'accord, mais je vous pose. Est-ce qu'il faut les livrer à l'armée ukrainienne ou pas? Je vous pose la question. Mais demandez-le au Bundestag. Moi, je vous dis que les chars Leclerc, on n'est pas capable de le faire. Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec mon collègue de la France Insoumise sur ce point, c'est qu'il faut juste laisser un peu aux spécialistes, et c'est pas mon cas, je ne sais même pas la Commission de défense, juste d'évaluer les capacités opérationnelles, la capacité à les envoyer à 3000 km de chez nous, et je partage totalement ce point, donc regardons. Là, vous avez entièrement raison, simplement c'est sur le principe, est-ce qu'il faut armer plus lourdement l'Ukraine ou pas? Il faut lui donner les capacités, ça a été dit, de défendre l'intégrité territoriale. Comme question, je ne vous demande pas d'être des spécialistes des chars. Mais en l'occurrence, les Leclerc, si vous en envoyez la quantité dont on est disponible... Je vous pose la question, est-ce qu'il faut armer plus l'Ukraine? Vous aurez un problème parce que ça obligera les Ukrainiens à des mesures de formation, de maintenance et d'intégration. Je rentre un peu dans le détail. Répondre à ma question. Est-ce qu'il faut armer plus lourdement l'Ukraine ou pas? Je vous ai dit qu'il faut continuer à soutenir les Ukrainiens face à une agression et donc de lui employer les moyens disponibles. Donc armer plus lourdement l'Ukraine. Le cas échéant, par des moyens plus lourds. D'accord. Ah ben voilà. voilà. Mais c'est pas difficile. Je vous explique pourquoi dans le cas des Leclerc, ça va poser problème. C'est pour ça que la décision maintenant, c'est qu'il faut former les gens pendant 3 mois pour potentiellement la campagne de printemps. Évidemment. Voilà. Bon, on va en parler d'ailleurs. Nous aurons un spécialiste de l'armement qui va venir nous rejoindre et qui va nous parler de ces différents chars. Les difficultés, c'est très intéressant, très très intéressant, parce que d'un pays à l'autre, évidemment. Les Américains d'ailleurs ont dit qu'ils n'allaient pas livrer d'Abrams. Ils ne vont pas livrer. Ils ne vont pas livrer. Il est 11h56. À tout de suite.